Salut! Bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête ? Allez hop, à cheval ! Salut ! Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un épisode en collaboration, une conversation avec Pierre Beaupère. Je suis très heureuse de recevoir Pierre Beaupère sur ce podcast parce qu'il fait partie de ces cavaliers et de ces enseignants d'équitation qui m'inspirent beaucoup dans mon travail et avec mon cheval et avec mes élèves du coup. Et je suis d'avance ravie de te proposer cette conversation qui, je suis sûre, va t'amener beaucoup de choses à toi aussi qui cherche à avoir une relation de partenariat avec ton cheval. Avant de lancer l'épisode, j'ai juste un tout petit détail technique à te communiquer. Sur cet épisode, on a eu quelques petits bugs d'internet et donc il est possible que tu entendes certains mots qui sautent. Ça ne gêne en rien la compréhension de cet épisode et des notions dont on était en train de parler. Mais je m'excuse pour la gêne que ça pourrait occasionner pour certains d'entre vous. L'épisode était tellement cool, par contre, qu'il n'était absolument pas question de louper l'opportunité de vous le faire partager pour ces quelques mots qui sautent en 1 heure, vous verrez, c'est pas si terrible. Je vous laisse du coup en compagnie de Pierre Beaupère pour cette conversation et on se retrouve à la fin pour débriefer. À plus! Bonjour Pierre. Bonjour Morgane. Du coup, merci déjà d'être présent pour cet épisode de podcast. Je suis super d'avance, super intéressée par l'échange qu'on va avoir aujourd'hui. Je pense que ça va m'intéresser moi et les gens qui vont écouter cet épisode. Pierre, tu es donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, je dirais entraîneur de chevaux de base et enseignant, si j'ai bien suivi en gros ton parcours. Tu as travaillé dans plusieurs pays, globalement dans des écuries de dressage et de spectacle, il me semble, où ton rôle c'était d'entraîner les chevaux et de coacher les cavaliers, notamment en spectacle, si j'ai bien suivi encore une fois. Et aujourd'hui, tu as ouvert une école en ligne, donc avec le projet Évolution, où le projet Évolution, tu en profites pour à la fois toi faire des expériences au départ avec tes chevaux, et ensuite tu partages ces expériences pour que nous, cavaliers amateurs et cavaliers professionnels peut-être, puissions améliorer notre relation, notre technique, etc. avec notre cheval. Est-ce que je suis dans le juste en disant ça? Alors, déjà, merci à toi de me recevoir dans le podcast. Je me réjouis moi aussi de la discussion qu'on va avoir ensemble. C'est rigolo de voir quand je donne pas un petit papier finalement avec ce que je fais, je vois que tout le monde a un peu de mal à se placer exactement, à se dire, mais qu'est-ce qu'il fait Pierre finalement aujourd'hui? Et moi-même, c'est une question que je me pose souvent parce que est-ce que je suis encore professeur de dressage? Est-ce que je suis encore cavalier professionnel avec le fait que j'ai un peu une activité qui est plus l'activité traditionnelle ou classique, on va dire, du cavalier pro qui monte 12 chevaux par jour et qui descend d'un pour se mettre sur l'autre. Du coup, c'est rigolo de me dire, mince, comment est-ce que je me présente aujourd'hui finalement à travers tout ça, quoi. Effectivement, oui, je me suis formé au dressage classique parce que c'est vraiment de là que je viens et que j'ai été hyper inspiré par des gens comme Nuno Oliveira qui étaient des grands cavaliers du dressage classique. Euh, je me suis formé dans 3 pays différents. Quand je suis rentré, je me suis installé à mon compte à faire moitié dressage de chevaux, débourrage et valorisation pour la vente. Une partie qui a très mal marché parce que j'étais pas à ma place en fait quand je faisais ça. Et une partie d'enseignement où par contre là, je me suis investi, je me suis sacrifié finalement complètement pendant 10 ans. J'ai
je voyais que j'avais la capacité d'aider tous ces chevaux et ces cavaliers que je voyais en souffrance, qui étaient vraiment demandeurs de quelqu'un pour les aider. Et puis finalement, je me disais toujours, bah, si je peux les aider, ce serait dégueulasse de pas le faire, quoi, tu Ouais. vois. Et du coup, le problème, c'est que malheureusement, encore aujourd'hui, c'est un espèce de puits sans fond, les chevaux en souffrance. Donc, t'en prends un ou t'en prends 20 ou t'en prends 50, il y en a toujours autant qui attendent que tu les aides, malheureusement. Et du coup, ça a été un peu une espèce de spirale où petit à petit, moi, je me suis complètement effacé pour aider le plus de gens possible. Et comme j'en arrivais du coup à être très fatigué, à monter dans des mauvaises conditions, moi, quand je m'occupais de mon cheval, du coup, j'avais pas de patience, j'avais des gestes qui parfois étaient un peu, dont je me culpabilisais beaucoup, alors qu'ils n'étaient pas du tout de la maltraitance, ou on utilise vite des grands mots aujourd'hui, Ouais. mais on m'estimais en tout cas injuste vis-à-vis du cheval. Et plus ça arrivait, plus j'allais me sacrifier en sens inverse à essayer d'aider le maximum d'autres chevaux, comme si je voulais me pardonner quelque chose à moi. Et bon, je te fais la version courte, mais il se trouve qu'à un moment, une de mes élèves était coach en développement personnel. Elle m'a proposé en échange de leçons si je voulais quelques séances de coaching, qu'elle était prête à me les donner. Et ça a donné en fait la prise de conscience de tous ces mécanismes-là. Mon père avait eu 6 cancers, donc j'avais toujours connu mon père très malade. Donc je savais qu'on n'avait pas beaucoup de temps dans la vie, qu'il fallait avancer, avancer, avancer. Donc plus ce truc de vouloir aider les autres, de finalement à pouvoir aider les autres que moi, j'avais pas pu aider mon père. Tu sais, le petit Ouais. garçon qui se construit à travers ça. Et une fois que j'ai pris ces mécanismes-là en face, je me suis dit, mais là, j'arrive à un âge où je m'occupe de moi maintenant et je commence à faire les choses qui sont importantes pour moi, où en fait, ça vaudra plus la peine. Et le Ouais. projet il est né de cette volonté de retrouver un équilibre entre moi, avoir envie d'apprendre, de découvrir, de rencontrer tous les gens que je rêvais de rencontrer, mais pour autant ne pas abandonner tout le monde, mais sans les aider en étant moi dans le sacrifice. Et donc moi, je suis Ouais. parti avec rencontrer tous ces grands cavaliers, tous ces grands entraîneurs que je rêvais de rencontrer, avec qui je rêvais de travailler. Et du coup, je filmais les leçons que j'avais avec eux et j'en ai créé un programme autour, voilà, comme tu l'as dit, de ces 3 grands axes de progresser sur la technique équestre, parce que ça, c'est important et puis ça fait partie de ce que j'aime faire, monter à cheval. Et puis, progresser dans la relation avec le cheval. Je dis toujours que faire un super beau piafé, si quand le cheval est en liberté, il tourne les talons et il se barre le plus loin possible de toi et c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais. Et progresser dans le développement personnel, dans notre développement, dans la gestion de nos émotions, dans être capable de s'ouvrir à notre cœur et tout ça. J'imagine qu'on en parlera certainement tout à l'heure encore. Mais parce que pour moi, voilà, la relation au cheval et le fait de monter à cheval, moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que ça me demande d'évoluer en tant qu'être humain. Ouais, ok. Super Voilà. intéressant. J'ai une question qui commence, mais ça va peut-être être un peu redondant avec ce que tu dis, mais ça m'intéresse quand même de te la poser, qui commence souvent les épisodes. C'est qu'est-ce qui, au départ, a fait que tu as choisi un métier dans les chevaux? Alors, je vais te faire une réponse. Ah bon, mais j'en ai très honte aujourd'hui, mais bon, c'est un de mes trucs importants d'être authentique et d'être vrai. Ok. Parce qu'il y avait S'il y avait, pardon, ça a sauté, je t'ai pas entendu. Ah, excellent, trop marrant. Voilà, donc, c'est pas du tout de réponse romantique. Disons que, ouais, je venais vraiment des sports extrêmes, de l'escalade et de sports très, très de garçons, on va dire. Ouais. Alors, c'est très plat de dire ça comme ça, mais pour autant, dans ma réflexion de jeune homme, c'était ça à l'époque. Euh, Maintenant, pour nuancer un petit peu ça, ce qui m'a. Moi, j'ai découvert, si tu veux, j'ai repris l'équitation pour ça. J'ai voulu me professionnaliser dans l'équitation parce que j'ai eu la chance de rencontrer une enseignante qui était un peu tout ce que j'avais vu dans les livres étant gamin et on idéalisait un petit peu. J'ai trouvé Ouais. une enseignante qui le vivait réellement. Et donc, elle Ouais. m'a donné vraiment ce goût de c'est quelque chose qui s'est un peu perdu, je pense, aujourd'hui, mais tu vois que le dressage, ce soit quelque chose de très noble finalement, tu vois, et qu'à travers le dressage, il y avait beaucoup de finesse, il y avait beaucoup d'échanges avec le cheval, il y avait, si tu veux, la première fois que j'ai monté son cheval à elle, j'ai pas pu passer au trot tant que la jument avait pas les oreilles en avant, parce que dès qu'elle Ouais. avait les oreilles
en arrière, c'est qu'elle était contrariée par ma position. Donc, on était sur ces niveaux de finesse-là qu'on a, je pense, un peu malheureusement perdu aujourd'hui, qui faisait que voilà, c'était quelque chose c'était vraiment de la danse avec le cheval, c'était noble, c'était un vrai partenariat, il y avait toutes ces notions d'harmonie où je me suis dit, mais moi, je veux passer ma vie à faire ça, quoi. Tu vois, il y avait quelque chose, et c'est pour ça que je continue à dire que c'est parce qu'il y avait beaucoup de filles, mais c'est parce que c'est quelque chose qui était très romantique, finalement, tu vois. Et quand tu vois la vie de Nuno Oliveira, c'était, tu sais, cet écuyer, c'était un personnage d'opéra, finalement, Nuno Oliveira, quoi, tu vois, et qui m'a inspiré dans ce côté, justement, où il y avait cette notion d'amour, c'était un homme qui parlait d'amour, qui parlait de sensibilité, qui parlait de finesse. Tu vois, quand t'es jeune homme, c'était vraiment genre, ouah, qu'est-ce que c'est que ça? Tu vois, et comme j'avais beaucoup de sensibilité en moi, c'était la première fois où je voyais qu'on pouvait exprimer ça à travers la relation au cheval. Et voilà, il y avait toutes ces notions-là qui m'ont beaucoup, beaucoup intéressé. Et je me suis dit, en fait, je ne vois pas passer mon temps à faire autre chose que cette recherche-là, finalement. Ah, c'est super intéressant. Ouais. Parce que, ouais, effectivement, on fait pas, je sais pas combien de temps ça fait que tu as de carrière, 20-25 ans de carrière, juste pour intéresser les filles dans les chevaux. Mais, Et donc, mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi qu'il y a un côté romantique. J'y avais jamais pensé comme ça. Mais effectivement, il y a un côté hyper romantique dans l'équitation. C'est excellent. Moi, je viens du oui, concours complet. Et j'avoue que le concours complet, c'est pas le plus romantique du. c'est rigolo parce que tu sais, c'est des choses que je pense pas forcément. Et puis j'aime bien ce genre d'interview parce que ça me fait Ouais. penser à ne plus penser depuis un moment. Et je me dis, finalement, tu vois, quand je dis ce qui m'intéressait, c'était les filles, mais j'en avais déjà une vision très romantisée. Tu vois, Ouais. moi, ce qui m'intéressait, c'était être avec mon cheval au milieu d'une prairie, à le laisser brouter, à pas faire grand-chose avec lui, finalement, tu vois. Et pour pouvoir, quand j'ai repris, parce que j'avais plus monté je me montais à cheval quand j'étais gamin, et puis j'avais plus monté à cheval pendant 7 ans, je pense, quelque chose comme ça. Et quand j'ai repris, bah, j'avais trouvé une demi-pension où la dame était d'accord que je parte en balade avec son cheval, mais il fallait que je prenne 2, 3 cours de dressage pour juste vérifier que j'allais pas faire trop de bêtises avec le cheval. Et c'est là que j'ai rencontré ce professeur qui a été vraiment un vrai mentor pour moi à l'époque et où en fait, du coup, toute cette image hyper romantisée que j'en avais, tu vois, de vouloir jouer le garçon sensible qui était dans les champs avec son cheval, mais en fait, elle s'est transposée dans cette image du dressage finalement, tu vois. Et c'est pour ça que c'est un de mes grands combats, on va dire aujourd'hui, j'aime pas le mot combat parce que c'est un côté très, tu vois, Ouais, négatif gladiateur. Ouais. qui en tout cas qui me tient vraiment à cœur, c'est de représenter le dressage sous un angle tel que moi je l'ai connu en fait, tu vois, de quelque chose qui soit beaucoup plus dans l'harmonie, qui soit dans la noblesse. Et je sais que malheureusement, le dressage aujourd'hui, il montre plus vraiment ça. Il n'y a plus beaucoup d'endroits où tu peux voir Ouais. ça, cette image-là. Et c'est d'autant plus important pour moi de dire, mais en fait, moi j'ai connu ça et je sais qu'il y a plus grand monde qui a eu la chance de connaître cette époque bénie dans un sens ou d'avoir rencontré ces gens-là. Et c'est un peu une forme de mission aussi pour moi que de garder ça en vie finalement, tu vois, de garder cette lignée qui a quand même plus de 2000 ans maintenant, tu vois, avec des gens qui ont passé leur vie à chercher, tu vois, les anciens maîtres. Tu vois, c'est sans du tout être négatif par rapport à l'équitation éthologique ou quoi, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas à l'époque ça. C'était l'écuyer dans sa version hyper noble. Il était un horseman, tu vois, Ouais. hyper finalement, avec les données qu'ils avaient en XVIIe siècle, c'est sûr que c'était pas la même, le rapport au cheval n'était pas le même, mais quand tu vois ce qui a été écrit depuis 2000 ans, il y a une vraie lignée. On n'a pas inventé tout d'un coup le respect du cheval. En fait, tu as des gens qui, depuis 2000 ans, se sont intéressés au respect du cheval. C'est quelque chose qui est vraiment important pour moi, en tout cas. Ouais. Mais c'est super intéressant ce que tu dis. Et tu vois, je fais le lien avec justement aujourd'hui, le cheval, c'est une activité de loisir, entre guillemets, quasi uniquement pour la plupart des gens qui le pratiquent. Et pour le coup, Nuno, dont tu parlais, Nuno Oliveira, moi, à mon avis, il est de la génération de mon grand-père. Et tu vois, récemment, mon grand-père m'a parlé de que lui, il a eu un cheval toute son enfance. J'en avais aucune idée, mais il a eu un cheval toute son enfance avec lequel il travaillait dans les champs, en fait. Et il disait, mais moi, quand mon cheval il était malade, je dormais avec lui dans le box pour être sûr, tu vois. Et c'est vrai que c'est des. Du coup, ce rapport au cheval, aujourd'hui, presque on apprend
tu vois, avant de le vivre, ben en fait, eux, ils ont pas eu besoin de l'apprendre parce que ils étaient tellement au quotidien, au contact du cheval et c'était tellement important pour eux parce que c'était à la fois un, un collègue de travail, tu vois, enfin, c'était hyper différent. Et c'est vrai que, ouais, aujourd'hui, je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a besoin de réapprendre peut-être, tu vois, parce que nous, le cheval, ce n'est, entre guillemets, pour nous qu'une activité de loisir, quoi. Tu sais, c'est là où moi, quelque chose qui m'importe énormément, c'est de remettre du sens dans l'équitation de manière générale, dans le rapport Ouais. au cheval. Finalement, que ce soit dans le travail à pied, que tu fais de la liberté ou que tu montes en cordelette ou que tu fasses du piaffe, du passage, c'est finalement, voilà, ça fait effectivement, oh, mon Dieu, j'espère que ça fait pas 20 ans, ça doit faire 15 ans à peu près que je fais cette activité-là. Et en tant que professionnel, c'est vrai que tu te dis, bon, quand tu as fait 10 000 épaules en dedans, à quoi ça sert de faire la 10 millième et une, tu vois? Euh, et donc, si ça n'a pas de sens, si tu n'as pas donné un vrai sens à ça, en fait, ça n'a aucun intérêt. Finalement, il y a des choses bien plus importantes dans le monde d'aujourd'hui. Il y a des guerres, il y a des gens qui meurent de faim, il y a de la pauvreté, il y a tellement de choses que finalement, je me suis souvent interrogé, et très vite interrogé sur la raison pour laquelle on fait encore ça et est-ce que ça vaut la peine de passer une vie à, tu vois, de passer ta vie à chercher à améliorer tout ça. Donc la notion de sens, elle est vraiment importante pour moi. Et je dis ça dans le sens où c'est là où pour moi, monter à cheval devient quelque chose de très beau. C'est parce que ça nous reconnecte aussi à ça. C'est représentatif, c'est une micro-société à l'intérieur d'une très grande société, mais qui a les mêmes problèmes finalement, dans le sens où on est déconnecté de la nature de manière en général, on est déconnecté de nous-mêmes. Quand tu parles de ton grand-père, c'était naturel d'avoir cette connexion à la nature, la connexion aux saisons, la connexion. La plupart des gens vivaient à la campagne, vivaient dehors, vivaient au rythme des saisons. Et plus tu remontes dans le temps, évidemment, plus c'est amplifié ce rapport à la nature et aux saisons. Et finalement, tu te dis, on est dans une société qui vit dans un confort tel qu'on n'a jamais eu dans l'histoire de l'humanité. Et on est finalement beaucoup plus malheureux dans un certain sens. Tu vois, la quantité de gens qui se posent des questions sur justement le rapport au cheval, la culpabilité. Quand j'écris un article sur la culpabilité, ce sont les articles de tous ceux que j'écris qui sont les plus lus. Donc, Ouais. tu vois, on est avec des gens aujourd'hui qui sont justement débarrassés, les cavaliers sont débarrassés de ce truc de rentabilité du cheval, de la vie finalement, parce qu'à l'époque de ton grand-père, les chevaux, ils étaient attachés dans une stalle et Ouais. ils n'étaient pas en vie. Donc la vie était dure pour les humains, elle était dure pour les chevaux, mais finalement, il y avait beaucoup moins de culpabilité, il y avait un rapport peut-être qui était plus sain avec Ouais. l'animal par. Tu vois qu'on a un peu tendance à diaboliser aujourd'hui en disant oui, la vie, elle était si dure et aujourd'hui, les chevaux, ils ont une vie plus facile. Mais finalement, je me dis, ben, en attendant, moi, je vois beaucoup de chevaux qui doivent porter le poids de la culpabilité de leur cavalier, finalement, tu vois. Et je me dis, ils ont beau avoir des conditions de vie qui sont effectivement largement meilleures qu'il y a une centaine d'années, mais d'un autre côté, leur rapport à l'humain, il s'est peut-être beaucoup dégradé, paradoxalement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que je suis convaincu qu'il ne suffit pas de bien faire la technique pour qu'il se passe quelque chose au niveau de la relation, quoi. Tu sais, sinon, c'est comme un couple, tu dis, oh, j'ai bien fait tout ce qu'on m'a dit, hein, je fais la vaisselle tous les jours, je fais ceci et machin, et puis ma femme ou mon mari n'est pas heureux, tu vois, bah ouais, mais Ouais. peut-être parce qu'il y a un peu de lien et de vraie connexion, quoi. Donc Ouais. voilà, tout ça pour en arriver, je pense que il y a, les chevaux aujourd'hui nous réapprennent à avoir ce lien à la nature, ce lien à nous-mêmes. En fait, tu peux pas être en lien avec l'autre si tu n'es pas en lien avec toi-même. Et je pense qu'effectivement, dans certaines époques, il y avait des choses à apprendre à ce niveau-là. Ouais. Ah ouais, non, c'est super intéressant. Si je peux me permettre d'interrompre, mais il y a peut-être 2 ans, il y a quelqu'un qui m'a contacté qui faisait une thèse en littérature, un truc comme ça. Et elle me contacte et je me dis, mais vous êtes gentil, mais moi, j'ai à le Ouais. dire sur la littérature. Je dis, écoutez, je suis spécialiste de la littérature argentine et je fais une thèse sur les gauchos, tu sais, l'équitation de travail argentine. Et je dis, mais écoutez, j'ai vraiment pas grand-chose à dire. Je veux dire, ma connaissance des gauchos, elle s'arrête au fait qu'ils ont un petit gilet rigolo et qu'ils montent avec des grands.
c'est à peu près tout, quoi. Et elle me dit, mais finalement, ce qui m'intéresse, c'est le rapport que ces gens ont au cheval. Et en fait, elle me disait que leur débourrage est encore aujourd'hui assez violent en réalité. Ça reste très, tu vois, ils n'ont pas du tout intégré les nouvelles méthodes, etc. Donc ça reste vraiment quelque chose qui est très dur pour les chevaux. Ils ont un rapport au cheval qui est très, très dur encore. Parce qu'on est dans des campagnes très reculées, de gens qui n'ont pas beaucoup d'éducation. Et à côté de ça, en parallèle, elle me dit, c'est là où c'est passionnant, ils écrivent des chansons entières et des livres entiers, en fait, sur justement, un peu comme l'image d'Épinal du cowboy, tu vois, mon cheval est mon partenaire, c'est mon meilleur ami, c'est mon confident, parce que, en fait, ces gens vont passer une vie entière où parfois ils sont seuls au milieu de la pampa et ils sont juste leur cheval avec eux et leur survie dépend de la relation qu'ils ont avec leur cheval. Et je trouvais que c'était vraiment intéressant dans ce que tu disais avec ton grand-père, tu vois, finalement, ce truc où aujourd'hui on a un peu tendance à penser que nous avons la relation idéale parce qu'on fait je dis de l'éthologie, mais pas que, tu vois, parce qu'on connaît la technique, parce qu'on fait des concours de dressage, parce qu'on saute le mètre 40 ou quoi que ce soit, ou au contraire, des gens qui disent, moi, je monte pas, donc j'ai une bonne relation avec mon cheval. Et finalement, je te dis, est-ce qu'on a tant de leçons à donner à ces gens qui, a priori, sont hyper rustres, hyper durs avec les chevaux? Je trouve que c'est intéressant de se poser ces questions-là, en tout cas, pour prendre ce qu'il y a de bon à prendre chez tout le monde, en lâchant ce qui n'est pas intéressant, mais en prenant ce qu'il y a Bah d'intéressant ouais. chez eux, quoi. Ouais, mais tu vois, c'est, enfin, d'autant plus que, bah, du coup, il me racontait récemment, avec toute cette histoire-là, il me disait que, notamment, son cheval a été réquisitionné pendant la guerre pour ramener les Allemands. Alors, je suis pas très bonne en histoire, j'ai plus le nom, mais en gros, quand les Allemands sont rentrés chez eux à la fin de la guerre, et qu'en fait, lui, à cette époque-là, sa mère a réussi à négocier pour qu'il reste à la ferme et que le cheval parte tout seul. Parce que sa mère, du coup, a voulu sauver la vie de son fils, tu vois. Mais qu'en fait, lui, ça lui a voir son cheval enfin, il avait envie de partir avec son cheval, quoi, parce que c'était laisser partir un ami et tu sais pas si, enfin, en plus la situation, tu sais pas si tu vas le retrouver. Et au final, son cheval est rentré et enfin, c'est une histoire de fou. Et effectivement, il y a ce truc de relationnel, de collaboration, de coopération. Enfin, c'était vraiment une équipe, quoi, à l'époque. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin, dans l'équitation d'aujourd'hui, je trouve, de remettre effectivement le sens dont tu parlais là, bah oui, le cheval, c'est pas juste une mobilette, tu montes pas juste, c'est aussi un être vivant et l'idée, c'est de faire équipe. Et du coup, la grande question du moment, c'est bah, comment c'est possible de faire équipe avec son cheval, tu vois? Et Mais tu du sais, coup, vas-y. vas-y. Non, mais du coup, j'allais te poser justement la question de comment toi, qu'est-ce que toi tu vois, la première fois que tu vois un cheval, tiens, n'importe, parce que tu vois pas mal de chevaux dans les stages, etc. L'idée que tu sois presque enseignant ou cavalier, c'est aussi de faire partie de l'équipe du cheval, tu vois. Qu'est-ce que toi tu fais en premier lieu quand tu rencontres un cheval pour, je sais pas, pour créer ce climat de collaboration? Je fais un tout petit détour Vas-y. parce que c'est nécessaire pour que tu comprennes l'approche que je peux avoir par rapport à ça. Tu as dit le mot magique pour moi qui est, pour ton grand-père, son cheval, c'était son ami et son partenaire. Là où je pense que, contrairement à ce qui se dit souvent aujourd'hui, tu vois, euh, les gens qui considèrent le cheval comme une mobilette, j'en vois de moins en moins. J'en vois toujours. C'est des gens qui, de toute façon, vont pas écouter ton podcast. Malheureusement, C'est c'est des gens qui permettent un peu l'envie de rechercher, etc. Par contre, ce que je vois moi souvent à l'inverse, dans un public qui a compris cette idée-là que le cheval n'est pas une mobilette et qui cherche à en faire un partenaire, parce que celui qui considère que le cheval c'est une mobilette, de toute façon, il n'a aucune envie d'en faire un partenaire, c'est pas ça l'intéresse pas et donc il n'est même pas dans cette recherche-là encore. Par contre, chez ceux qui veulent faire du cheval un partenaire et qui voudraient un partenariat avec le cheval, euh, je me dis une chose qui dérange un peu les cavaliers souvent, c'est est-ce que si je traitais mon cheval comme si je traitais mes amis comme je traite mon cheval, est-ce que mes amis auraient encore envie de me voir? ouais, Parce que, comme je te disais, tu vois, moi je vois énormément de cavaliers et
je suis tout à fait d'accord que depuis 20 ans, le monde équestre a fait un énorme bond en avant dans la manière dont on traite les chevaux, dans l'approche de l'équitation de manière générale. Le problème à mes yeux, c'est qu'on l'a fait dans la culpabilité. On a culpabilisé les cavaliers pour les obliger à évoluer. On a dit aux gens, si le cheval ne va pas dehors, il va souffrir. Si tu le il va souffrir. Si la relation n'est pas là, le pauvre cheval, le pauvre cheval, le pauvre cheval, le pauvre cheval. Et finalement, du coup, oui, les chevaux ont une meilleure qualité de vie aujourd'hui, mais la relation, réellement, est-ce qu'elle s'est tant améliorée que ça? J'en suis pas convaincu. Dans la mesure où on a beaucoup de cavaliers qui sont là avec bourrés de culpabilité, qui ont fait avancer les choses par culpabilité, la peur de faire des erreurs, la peur de mal faire. Donc, c'est la peur, la peur, la peur, la peur, la peur, la peur. Et je vais voir mon cheval avec la peur de faire quoi que ce soit parce que le pauvre cheval, mon Dieu. Et je me dis, mais si on faisait ça avec nos amis, mais nos amis, ils n'auraient pas spécialement envie de rester près de nous, quoi. Tu vois, Ouais. les gens de tous, pas les gens les plus agréables à vivre de manière générale, quoi. Et donc, tout ça pour dire que ça, c'est vraiment une composante importante. C'est pour moi la relation au cheval. Je ne peux pas t'expliquer comment j'aborde un cheval si Ouais. j'ai pas de ça. Tu vois, la relation au cheval, c'est vraiment, je cherche en tout cas vraiment une relation d'égal à égal, une relation de partenaire et une relation d'amitié. Donc, je me focalise pas sur tout ce que je pourrais mal faire parce que ben, si je vais chez un nouvel quelqu'un, je me dis, oh, cette personne, elle est chouette, j'ai envie qu'on soit amis et tout. Et puis je me dis, oh, si je dis ça, qu'est-ce qu'elle va Ouais. penser, machin. Pas dans une relation vraie, une relation d'amitié. Une relation d'amitié, c'est justement tes amis, tu peux leur dire ce que tu as sur le cœur, même si c'est des choses un peu inavouables, et ils vont te dire, mais en fait, c'est OK que tu me Ouais. dises ça, tu vois, tel que tu es. Donc ça, c'est important dans cette relation au cheval. Moi, en tout cas, pour moi, c'est important de se rappeler ça, de ce que moi, j'appelle le sacré, finalement, dans la relation. Dans toutes les relations, il y a quelque chose de sacré. Et il n'y a pas de place pour la culpabilité, et certainement pas de place pour penser que, pour être égocentré sur le fait que s'il y a quelque chose que mon cheval va pas, c'est à cause de moi toujours. C'est Ouais. retirer au cheval toute son individualité et surtout sa puissance. Moi, j'aime voir le cheval comme un être qui est extrêmement puissant. Je ne m'estime pas en dessous de lui, tu vois, je ne le regarde pas d'en bas comme ça, Ouais. comme une Dieu absolu. Je me dis, est-ce qu'on peut s'aider mutuellement à évoluer et à grandir? Donc, du coup, quand je vois un cheval, que ce soit. Alors, c'est un peu différent quand j'approche un cheval qui va être pour moi, avec lequel je vais avoir une relation, de Mm. la manière dont en tant qu'enseignant, tu vois, parce que quand j'approche un cheval qui va être pour moi, déjà, il y a quelque chose de très sacré qui s'est passé dans le moment où on est. Tu vois, là, je viens justement d'acheter un poulain, un jeune poulain qui a 6 mois. Ok. C'est la relation, elle est sacrée, tu vois. Je l'ai pas choisi, il m'a pas choisi. On a été présenté parce qu'on devait être l'un avec l'autre et qu'on a quelque chose à vivre l'un avec l'autre. Donc, il va m'apporter des choses, je vais lui apporter des choses, il va me challenger sur des choses et moi, je vais le challenger sur des choses. Tu vois, c'est pas anodin. Donc, c'est quelque Ouais. chose dans lequel je suis vulnérable, on va dire, que quand je suis dans une piste avec un couple où là, moi, je dois être le catalyseur qui permet justement qu'il y ait cette magie qui apparaisse, tu vois, Ok. entre deux. Donc, ce qui m'intéresse dans un premier temps, en général, c'est savoir où est-ce qu'ils en sont. Comment est-ce que le cavalier parle de son cheval? Quels sont les mots qu'il utilise? À quel point le cheval, qu'est-ce qu'il dégage, tu vois, quand je le vois? Est-ce que je le sens serein? Est-ce que je le sens inquiet? Est-ce que je le sens pas connecté? Est-ce qu'il me regarde quand j'arrive? Tu vois, pour moi, c'est vraiment une relation qu'on fait à trois, tu vois. Donc, chacun des membres, individuellement, m'importe. Et puis, moi, je viens au milieu d'un couple qui est déjà là, qui est déjà formé, qui se connaît bien. Et donc, ben, où est-ce que vous en êtes tous ensemble? Qui a quelque chose à dire, tu vois? Un peu, c'est comme le thérapeute de couple, là, tu vois, pourquoi vous êtes là, quoi, tu vois? Et donc, moi, je vais avoir beaucoup, beaucoup d'informations à ce moment-là, et je te dirais, ma priorité numéro un, c'est de faire sentir quelque chose au cavalier. Ouais. Parce que s'il y a l'espoir, je sais que j'ai gagné 6 mois. Et moi, ce qu'il me faut, c'est du temps. Et j'ai besoin que la personne, elle me donne ce temps-là. Donc, ma priorité numéro un, ça va être qu'elle ait un début de waouh, j'entrevois la possibilité qu'il se passe quelque chose et que je puisse changer. La plupart des cavaliers, tu vois, c'est quelque chose qui est vraiment important et puis qui peut peut-être aider les gens qui écoutent ton podcast.
la manière dont on parle de notre cheval, tu vois. Mon cheval est ceci, mon cheval est cela. Et je dis toujours, non, non. Première chose, c'est pour le moment, mon cheval est comme ça. Tu vois, rien que ouvre cette possibilité qu'il y ait un changement. Parce que si tu dis mon cheval est très mou, comment tu Ouais, veux avoir une possibilité qu'il y ait quelque chose qui passe et quelque chose qui évolue, quoi. Donc, ouvrir la porte à c'est possible. ouais, Déjà, ça, c'est. Quand j'ai fait ça, je suis déjà hyper content, tu vois. Voilà, parce qu'en plus, souvent, de par l'approche que j'avais, j'ai assez vite été connu pour récupérer les chevaux que plus personne voulait, quoi, tu vois. Donc j'avais des couples qui étaient vraiment, c'était un peu, il restait plus que Pierre, et puis après Pierre, il n'y avait plus grand-chose, quoi, tu vois. Euh, Ça, je te dirais, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de limiter les dégâts. Tu vois, au niveau du cavalier, c'est que le cavalier, je vais dire ça de manière très mauvaise, mais arrête d'embêter son cheval. Tu ouais, vois, c'est vraiment qu'il arrête de gigoter, qu'il arrête de penser que lui, il a quelque chose à faire, etc. Et la troisième chose, c'est que le cheval se connecte avec moi. Donc souvent, on s'est beaucoup moqué de moi, tu vois, parce que je disais toujours dans les leçons, je faisais voilà, comme ça, tu vois, avec ces grandes phrases comme ça. Et en fait, j'ai toujours expliqué, moi, je me suis interrogé, ah, mais c'est quoi mon besoin de ça finalement? Et à un moment, j'ai réalisé qu'en fait, je le faisais pour le cheval. C'est-à-dire que ouais, quand le cheval fait bien, je veux que moi, je sois le référent du cheval, pas son cavalier, paradoxalement. Parce que son cavalier, au début, il n'a pas les timings, donc il va pas rendre les rênes au bon moment, il va pas ouvrir les doigts au bon moment. Il risque, le cheval va céder, et à ce moment-là, il va tirer sur les rênes. Et je veux que le cheval sache que j'ai vu son effort. Tu vois, ça c'est vraiment le truc important parce que le cheval, il va du coup me regarder et je lui dis, ouais, je suis désolé, il va falloir encore un peu de temps pour que le petit humain là sur ton dos, il comprenne le truc, tu vois. Mais au moins, moi, j'ai vu que tu avais fait un effort et donc, c'est vraiment revaloriser le fait de faire un petit effort, tu vois. ouais, Et comme ça au cavalier, déjà, lui, le valoriser dès qu'il fait un effort, ça ouais, c'est déjà mais que lui comprenne à quel point il doit valoriser son cheval quand le cheval fait un début d'effort, quoi. Je dis toujours, si tu veux motiver un cheval à faire quelque chose pour toi, accepte l'idée qu'au début, ça ne le motive pas du tout, quoi. Et qu'au début, la meilleure récompense que tu peux lui donner, c'est de le remettre en prairie avec ses copains. Et plus tu vas faire ça, plus en fait, le cheval va y voir un intérêt à être avec toi. Mais au début, la plupart des chevaux que moi j'ai rencontrés, en tout cas moi c'est très particulier parce que déjà je viens d'une époque où on parlait pas beaucoup de travail à pied quand même, mine de rien, et on venait chez moi parce que j'étais prof de dressage. Donc il ne s'agissait pas d'enlever la selle, d'enlever tout le bazar et de dire on va travailler à pied. Moi j'avais les clients, ils s'en allaient et je me suis toujours dit comment est-ce que je peux sans compromettre mes valeurs, pour autant essayer d'aider ces cavaliers-là et ces chevaux-là, tu vois. Donc en rentrant dans leurs attentes et dans leur monde, commencer à essayer de leur faire passer un message. ouais. Donc, c'est important pour moi au début de savoir qu'est-ce que le cavalier attend, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il cherche, quel sens il donne à tout ça. Et puis voilà, et puis on commence à parler, on commence à avancer sur cette idée-là, mais au début, il ne se passe pas grand-chose. Et plus j'avance en tant que transmetteur, on va dire, de technique ou de valeur ou de choses comme ça, et en fait, je me rends compte que plus j'insiste beaucoup sur la notion de la relâche, la récompense, tu vois, là, la dernière leçon que j'ai donnée à une amie, je faisais prendre ses rênes, on faisait deux pas et lâcher les rênes, tu vois, mais par contre, on fait des séances entières où on fait ça, et après une semaine, les gens reviennent voir le cheval, et qu'est-ce qui s'est passé, tu vois, bah, qu'est-ce qui s'est passé, on a juste montré au cheval qu'on l'écoutait, tu vois, et j'étais avec un cheval qui, pour le coup, son corps était là, mais tu vois, son esprit, il était resté dans le paddock. Tu vois, son Ouais. cheval voulait pas envie d'être là. Il était tellement pas présent dans ses pieds, donc il faisait n'importe quoi, mais parce qu'il n'était pas là. Tu vois, et donc, comment est-ce que déjà tu ramènes le cheval ici pour qu'il réalise aussi que il a des décisions à prendre. Ouais. Tu vois, il a des choses à faire. Et beaucoup de cavaliers, tu vois, pour reparler du lien, il y a beaucoup de cavaliers qui veulent avoir un lien avec leur cheval, mais quand tu regardes la manière dont ils travaillent, et que ce soit à pied, en liberté, à cheval, en dressage, en CSO, en tout ce que tu veux, au final, dans le discours, il y a beau y avoir toutes les techniques de relâche, de machin, mais dans le discours, ça reste mon cheval doit faire. Ouais. Comment je peux faire que mon cheval fasse? Ouais.
on ouvre un peu la boîte de Pandore quand on fait ça, quand tu acceptes que, en fait, il n'a aucune obligation de faire, mais le dire, c'est une chose, l'intégrer à 100%, c'en est encore tout à fait une autre, quoi, Ouais, finalement. ouais, Et, carrément. et c'est là où très vite je me suis dit, mais en fait, séparer le dressage de justement tout le développement personnel et tout ça, ça a aucun sens en fait, parce que c'est justement un outil de développement personnel, quoi. Ouais, carrément. Et bon, tu me faisais je vais y arriver, un lien tout fait sur ma question et ce que j'ai envie, ce dont j'ai envie qu'on parle aujourd'hui, entre autres, mais le sujet pour lequel j'avais envie qu'on discute, c'est que euh, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui parlent de la relation au cheval. Et très souvent, ces gens-là, ils travaillent beaucoup plus à pied qu'à cheval. Et toi, les interventions que tu fais, moi, je te vois beaucoup à cheval. Et pour autant, je vois effectivement des chevaux. Alors quand c'est le tien, Top Capi, quand on peut le voir, effectivement, il a l'air toujours de bonne volonté, tu vois. Il a l'air toujours ok avec ce qui se passe. Et dans tes cours avec tes élèves, donc parce que j'ai eu la chance de te voir en stage, on voit aussi qu'au fur et à mesure de la séance, il y a des chevaux qui commencent à faire ah tiens salut, tu sais comme si effectivement la porte s'ouvrait et qu'ils deviennent de plus en plus présents. Donc, la question que je me pose, c'est que du coup, souvent, les gens, ils font un lien entre relation, genre, je travaille la relation de mon cheval, je fais du travail à pied. Et pour moi, tu vois, moi, avec mon cheval, par exemple, je fais plein de trucs, je monte à cheval, je vais en forêt, j'utilise plein d'outils et tout ça. Et en fait, j'ai vraiment l'impression d'avoir le même cheval à pied qu'à cheval. Et du coup, je me pose la question, toi, si tu devais, entre guillemets, travailler ou si tu avais des points auxquels il faudrait faire attention pour avoir une bonne relation à cheval avec son cheval, quels seraient ces points-là? En fait, c'est rigolo parce que souvent dans ta question, et tu me tends aussi une perche pour pouvoir répondre à ta question, mais tu dis, quand tu dis, tu vois, Top Capi, il a toujours l'air de bonne volonté, ben en fait, non, en fait, tu Ok, vois, de la que parfois mes amis, je leur propose d'aller en sortir et en fait, ils me disent, oh, tu sais quoi, je vais rester chez moi aujourd'hui. Et ouais, pour moi, la relation, elle est là. Tu ok, vois, c'est est-ce que je peux entendre que mon cheval n'ait pas envie ce jour-là? Est-ce que je peux entendre qu'il soit difficile? Est-ce que je peux entendre qu'il y a des jours, il tire la gueule, tu vois, Top Capi, il y a des jours, je rentre dans son box et je vois à son regard que qui me dit, non, mais aujourd'hui, tu penses même pas, tu vois, en plus un entier, tu vois, avec toute cette puissance d'étalon, tu vois, je dis toujours, mine de rien, un étalon est quand même beaucoup plus fait pour être dans le conflit qu'un hongre ou une jument. Quand tu vois dans la nature, l'étalon, c'est quand même celui qui est fait pour se battre avec l'étalon dominant. Et donc, il y a cette notion de conflit. Et moi, il y a une phrase de Frédéric Pignon enfin, c'était pas une phrase de Frédéric, c'était Magali Delgado qui parlait de Frédéric Pignon et qui disait, Frédéric, il a ce rapport d'amitié virile avec ses étalons. Et j'avais trouvé que cette phrase était géniale dans le sens où on a tendance à un peu idéaliser cette relation. Et c'est là où ce que je te disais juste avant, tu vois, c'est est-ce que mon idée d'une bonne relation, c'est que mon cheval fasse tout ce que je veux? Parce que ça, c'est pas une bonne relation. ouais, La bonne relation, c'est est-ce que je peux l'accepter tel qu'il est, qu'il m'accepte tel que je suis, et qu'ensemble, on ait envie de faire quelque chose. Ça, c'est la première chose. Tu vois, pour te mettre sur le dos d'un cheval, il faut que tu acceptes que déjà, il a peut-être pas envie que tu te mettes sur son dos. Tu vois, ah, au ouais, lieu de se souvent, qu'est-ce qui fait que les cavaliers montent plus? Tu vois, moi, je vois énormément de gens aujourd'hui qui disent, ah, mais depuis que je ne monte plus, tout va bien. Tu vois, mais c'est normal parce que si dès que on est dans une société, je pense, où dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a un désaccord, c'est la fin du monde. On devrait toujours être d'accord, on devrait toujours être heureux, on devrait toujours. Il n'y a pas plus déçu que les gens qui, en général, m'ont un peu idéalisé et puis ils me rencontrent, ils passent une semaine avec moi, ils disent, ah, mais en fait, Pierre, il y a des moments, il est désagréable, il y a des moments, il est de mauvaise humeur. Ben ouais, si j'ai mal dormi ou que je suis hyper préoccupé, oui, je vais pas être hyper disponible comme je le suis aujourd'hui. J'ai appris à gérer un peu cet état pour rester disponible, mais il y a des jours où voilà, il y a des jours où j'ai pas envie. Comme ouais, mon cheval peut avoir envie. Est-ce que c'est OK ou pas? mm, Tu vois? Ça, c'est déjà un truc vraiment extrêmement important. Euh,
Bon, à partir de là, la deuxième chose, c'est, et pour moi, c'est exactement, tu sais, quelque chose qui m'embête un petit peu dans le travail à pied, tout autant que dans le travail monté, c'est que on est très orienté technique. Tu vois, on parle beaucoup de la technique, de comment faire, tu vois, parce que si je sais comment faire, ça va aller. Ben, moi, je sais comment faire, il y a des fois où ça va pas. Parce que je pense qu'une des grandes questions qu'il faudrait qu'on commence par se poser, c'est finalement, tu sais, le monde équestre aujourd'hui a très très peur de tous les qu'on appelle un peu les animalistes ou les extrémistes, tu vois, un peu. On dit, mais on a si peur d'eux, mais parce que je pense qu'ils nous posent une question qui est très légitime finalement, et qu'on a très peur de se poser, parce que beaucoup de cavaliers n'ont pas la réponse à cette question, c'est pourquoi tu montes à cheval. Ouais, Et il ne faut pas, à mon sens, penser que parce que je ne monte plus à cheval, c'est OK de ne pas, j'embête pas mon cheval. Tu ouais, vois, c'est une question dès l'instant où on approche un cheval, elle est nécessaire de se poser de qu'est-ce qu'on apporte là réellement. Tu vois, qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on apporte, qu'est-ce qu'il y a vraiment qui va se passer ici avec le cheval, qu'on soit sur son dos ou qu'on soit à pied, à ce moment-là, à mes yeux, ça change rien en fait. Tu vois, c'est est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que déjà je t'accepte tel que tu es? Est-ce que je suis là parce que j'ai envie qu'il y ait un lien? ouais, Moi, tu vois, il y a tactile, il y en a qui ne le sont pas du tout. Moi, je sais que je n'ai jamais senti la puissance du lien avec le cheval aussi fort que quand je suis assis sur son dos en train de faire un exercice rassemblé qui me donne parce qu'on l'a pensé tous les deux, tu ouais, vois. Ça va être parce qu'ils font du travail à pied, c'est en liberté qu'ils vont ressentir ça. Mais qui suis-je pour juger qu'un est mieux que l'autre? Si au ouais. final, le mec, moi je saute 1,40 m et quand je saute le 1,40 m dans ce moment-là, j'ai ce truc de cette connivence avec le cheval, mais super, mais fais-le. Donc pour moi, c'est cette notion d'intention qui est beaucoup plus importante. Pourquoi tu fais les choses? Et je dis toujours que j'ai vu autant de maltraitance, puisque c'est un peu le mot à la mode, j'ai vu autant de maltraitance dans les chevaux qui sautaient le 1,60 m que dans les cavaliers de dressage de compète, que dans les gens qui veulent pas que le cheval s'en aille en liberté alors qu'ils sont Ouais. tout seuls au juste parce qu'ils veulent pas accepter que le cheval leur montre qu'il parce qu'eux pensent que le cheval ne les aime pas et du coup on force le cheval à rester avec nous, tu vois. Et donc vraiment cette idée de qu'est-ce que ça représente, à quel point je suis prêt à accepter toute la symbolique qui est derrière. Et donc là, à partir de là, c'est justement, moi, ce que j'appelle, qui est un peu mon grand sujet depuis quelques années, c'est ce que j'appelle l'égoïsme sain. C'est-à-dire que je parlais, tu vois, des amis, tu vois, et tout le monde, quand tu parles tu vois, comme le stage que j'ai fait, il y avait, je sais pas, une quarantaine de personnes, et si je demande à tout le monde un par un, je dis, ça vous est déjà arrivé de euh, d'accompagner un ami, faire du motocross, que juste le voir faire sa compète de motocross et vous savez que ça lui ferait super plaisir que vous veniez le voir. La plupart des gens vont te dire, bah oui, bien sûr, j'ai déjà accompagné un ami pour lui faire plaisir. Ouais. Et du coup, quand je leur dis, est-ce que vous pourriez accepter l'idée que votre cheval fasse quelque chose juste pour vous faire plaisir alors qu'il n'en a Ouais. pas envie? Là, la plupart des gens, c'est oh ben non, bien mon pauvre cheval, tu vois, je ne peux pas lui demander ça. Et c'est là où je disais, il y a beaucoup de gens qui en finissent par ne plus monter à cheval parce qu'ils ont peur de ces moments où le cheval dit je suis pas d'accord, parce qu'ils ont peur aussi de dire en fait, on va faire ça et j'ai envie que tu m'accompagnes et ça me fait plaisir que tu Ouais. m'accompagnes, même si tu n'as pas super envie aujourd'hui de le faire. Et c'est ce que j'appelle l'égoïsme sain, dans le sens où est-ce que je m'estime suffisamment euh, valable, on va dire, Ouais. à mes propres pour mériter que quelqu'un fasse quelque chose pour me faire plaisir. Et est-ce que je peux imaginer que quelqu'un puisse m'aimer assez que pour avoir envie de faire quelque chose pour me faire plaisir? Et Ouais. là, beaucoup de cavaliers, de nouveau, on ouvre un peu la boîte de Pandore, parce que là, les cavaliers se retrouvent eux, comme Ouais. ça, pour le cheval, pour le cheval, pour le cheval, mais de nouveau, une vraie relation harmonieuse. Si je donne, je donne, je donne, mais que je reçois jamais, moi, je sais que j'ai du mal, tu vois, j'aime bien donner, j'aime bien faire des cadeaux, et j'aime bien que quand je fais un cadeau à un ami ou à ma petite amie, elle soit heureuse de ça, au lieu de me dire, oh ben non, non, je peux pas avoir ça, tu comprends? Et donc, parce que de nouveau, c'est pas les gens que tu côtoies qui sont toujours, non, mais moi, de toute façon, je suis nul, et de toute façon, j'arrive jamais à rien.
pas les gens avec lesquels les gens avec qui tu as envie de passer toutes tes journées, c'est les gens qui sont hyper lumineux, qui disent ah, regarde, on va aller là-bas, on va faire ça, ça va être génial, et machin. Ça, c'est des gens qui sont agréables. Quel est le cavalier qui se comporte de cette manière-là avec son cheval, tu vois? Les gens sont un peu parfois en attente de est-ce que mon cheval est OK que je vienne lui mettre le licol? Et donc, Ouais. c'est mais ça devient à un moment complètement une relation d'infériorité. Ce Mm. n'est plus une relation d'amitié à ce moment-là, tu vois. Et ça, c'est un d'être sur le dos du cheval, d'être à pied de n'importe quoi, c'est un faux problème, tu vois. Et donc, ce truc de est-ce que mon cheval, j'accepte qu'il me dise non? Est-ce que j'accepte qu'il s'en aille? C'est pareil, en liberté. Qu'est-ce que je suis prêt à faire pour garder le cheval près de moi? Mais pourquoi? Parce que je m'aime tellement pas moi-même que j'ai besoin que le cheval vienne me valider que s'il reste près de moi, ça veut dire qu'il m'aime. Tu vois? Alors que, et du coup, ça crée déjà quelque chose de malsain dès le Ouais. départ. On n'est plus en relation d'amitié quand le cheval n'a pas d'autre choix que d'être à côté de toi. Ouais. Tu vois? Et justement, est-ce que je peux concevoir l'idée que faire un travail en liberté avec mon cheval, ce soit une remise en question qui va m'apporter quelque chose, pas genre, oh, ça veut dire que je suis nul, qu'on peut pas m'aimer. Tiens, je ressens du rejet quand mon Ouais. cheval est très très fort pour ça, hein, pour passer à côté de moi comme ça, vraiment, comme si pas, tu vois. Et je trouve ça génial parce que, tiens, je ressens du rejet quand il fait ça. Ouais. Alors que finalement, il vit sa vie, il a un truc plus important à faire que de venir chez moi. Il a le droit, dans Ouais. un sens. Tu vois. Quand ils sont entre eux, les chevaux, tu vois, il y en a, ils passent à Ouais. côté de l'autre. Bah, oh, oh, ça y est, il m'aime plus. Tu vois, il se dit juste, c'est normal. Et Mm. donc, c'est intéressant de se dire, est-ce que dans cette relation avec le cheval, plutôt que de chercher, parce que quand tu regardes un ami, c'est rare que tu te dises, oh, cette personne-là, j'ai envie qu'elle soit mon amie, je vais faire tout ce que je peux pour qu'elle devienne mon amie. On devient amis parce Ouais. qu'on a un truc entre eux, on s'entend bien, tu m'apportes quelque chose, je t'apporte quelque chose, on grandit ensemble. Mais pour ça, il faut que je me dise, cette personne-là, quand elle va pas être d'accord, elle va m'apporter quelque chose. Ouais. Tu vois, moi, j'ai quelque chose à lui apporter, sinon, tu vais toujours me mettre en dessous de toi. T'es d'accord que je vienne 5 minutes passer du temps avec toi? C'est pas ça. Enfin, toi, tu Ouais. vas te dire, bon, c'est pas Pierre, mais c'est pas avec lui que j'ai envie d'avoir une grande relation, quoi. Tu vois, donc, pour moi, c'est ça l'essence du truc, quoi. Je suis là parce qu'on va découvrir quelque chose sur nous-mêmes, on va Mm. s'échanger. Dans les désaccords, on va s'apprendre des choses l'un l'autre. Moi, je vais devoir apprendre à mieux m'écouter, à mieux t'écouter, à développer ma capacité d'être en lien. Et finalement, du coup, que tu fasses du dressage, que tu fasses de la liberté, que tu fasses de la compète de CSO, c'est un, c'est la bouteille, c'est le récipient Ouais. de cette expérience-là, tu vois. Et à ce moment-là, tu te mets sur ton cheval et ton cheval, il t'arrache les rênes. OK, qu'est-ce qui vient de se passer là? Tu vois, Ouais. comment un terrain d'entente, comment on peut trouver un accord. Et Mm. quand tu disais les chevaux qui ont l'air de oh, oh, ça commence à m'intéresser, mais c'est parce qu'en permanence, je suis en train de dire au cheval, non, mais explique-moi, qu'est-ce qui va pas? Et puis moi, je te propose quelque chose. Mm. Et puis dès que, oh, génial, ok, on se relâche, on se fait un câlin et on se relâche, tu vois? Comme deux potes qui sont là en train de faire, oh, on a trouvé, on se prend dans les bras, on se donne une tape et puis on va s'asseoir chacun pour décompresser pendant 10 minutes. Ben, c'est Ouais. un peu ça. Ok, hyper intéressant. Et du coup, là, on a presque, tu vois, la théorie, l'essence du truc, mais d'un point de vue pratico-pratique, quand je suis à cheval sur mon cheval, est-ce que tu peux nous donner des trucs qui me permettent, tu vois, de comprendre comment, tu vois, techniquement, avec mes mains, mes jambes, mon corps, je peux expliquer à mon cheval que il a le droit de se tromper et tu vois, et que il a le droit de pas être d'accord et en même temps, on va essayer de créer un truc ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Mais tu sais, c'est dans une relation, de manière générale, la seule chose que tu peux faire pour une relation, c'est t'occuper de ta partie. Tu vois, Ouais. c'est cette idée de sa responsabilité. Tu vois, de nouveau, chose qui est, quand tu regardes les rapports humains de manière générale, alors je sais pas toi dans ton environnement, mais moi je rencontre beaucoup de gens quand même qui ont, c'est pas du tout clair, cette notion de je pose des limites qui sont claires. Tu vois, oser dire non à quelqu'un, la plupart des gens que tu vas rencontrer, tu leur dis non, ils se sentent hyper agressés, alors que tu as juste dit non. Moi, Ouais. en fait, j'ai pas envie, tu vois. Et donc, ça, c'est une première chose, c'est de se rappeler, il y a ma partie et il y a la partie du cheval. Et j'ai pas à faire la partie du cheval à sa place, tu vois.
la relation de nouveau va s'améliorer parce que moi, je serai à ma place. Ok? Donc ça, c'est une chose. Donc, du coup, montrer à mon cheval qu'il a le droit de faire l'erreur, c'est simplement lui montrer que, mais, alors j'ai du mal à le dire en français, parce que ça sonne beaucoup mieux en anglais, mais ce qui m'entoure, tu vois, les frontières de ce qui est OK, pas OK pour moi, elles vont Ouais, pas changer, ouais. tu vois. C'est pas en fonction du cheval, c'est moi en tant que moi, tu vois. Et souvent, c'est très commun dans les rapports humains. Là, le nombre de gens, alors toi, tu connais certainement ça beaucoup, encore beaucoup mieux que moi, mais le nombre de cavaliers, ils se font bousculer par leur cheval, tu vois, et ils savent pas trop comment réagir et tout ça. Et d'un autre côté, et du coup, on parle de respect, il doit me respecter, machin, etc. Et tout ça n'est pas clair parce qu'aujourd'hui, c'est plus, tu vois, ça a été un peu tourné dans une autre manière de oui, il n'a pas obligé de te respecter. Oui, tout ça, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Pour autant, si je te prends l'exemple de dire, est-ce que c'est OK pour toi que tes amis ils rentrent chez toi, ils t'ont pas prévenu, ils ouvrent la porte, ils ont les godasses pleines de bouillasse, ils rentrent, ils mettent les pieds sur le canapé, ils s'asseyent et ils disent qu'est-ce qu'on bouffe ce soir. Il n'y a pas beaucoup de gens pour qui c'est complètement OK de faire ça. Tu vois, moi j'aime bien que mes amis, même si c'est 5 minutes à l'avance, mais ils me préviennent qu'ils vont passer chez moi. Que et puis qu'il y ait des jours où j'ai le droit de dire à mes amis, écoute, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai pas envie, j'ai besoin d'être tout seul, j'ai besoin de me ressourcer. Donc, voilà, ça c'est la première clé. Souvent, tu vois, ça a besoin de repasser par des Ouais. exemples concrets, mais c'est la manière dont tu vas montrer au cheval qu'il peut chercher et que c'est OK de chercher, mais pour autant que toi, tu restes solide dans qui tu es. Ouais. Tu vois, tu ne vas pas dépendre de ses recherches non plus. D'accord? Donc, si je prends un bête exemple, hein, mais je vais prendre mes rênes, mon cheval va commencer à faire comme ça, il va mettre la tête en haut, la tête à gauche, la tête à droite, il va tirer, il va machin. Alors, ça demande un peu de nuance après de l'expliquer, mais je vais d'abord commencer comme ça. Mais si mes mains commencent à bouger avec la tête de mon cheval, tout ce que je montre à mon cheval, c'est que je suis complètement dépendant de lui et qu'il y a de nouveau plus de rapport où je peux lui montrer qui je suis moi, en fait. Ok. Et à la place de dire au cavalier, si tu prends tes rênes avec ton cheval chipote, laisse tes mains tranquilles, pose tes mains, reste toi le plus relâché possible tout en étant dans ta solidité. Ça, c'est de nouveau des notions qui font appel à des notions de développement personnel hyper profondes, hein, parce que c'est beaucoup plus profond que finalement juste dire faut que je sois fixe mais en étant relâché. Ouais. Et laisse le cheval chercher. Et l'instant où ton cheval va arrêter de gigoter la tête, lâche tout. Ouais. Mais par contre, lâche en lâchant vraiment dans ton corps, parce que si tu es tout crispé comme ça, tu peux lâcher les rênes, tu restes quand même tout crispé, le cheval il va rien comprendre. Et remercie-le, mais tu sais, on a un peu de nouveau, on reste toujours dans la technique, quoi. Tu vois, donc on nous a appris à la relâche, je sais plus comment ça marche, la pression motive, la relâche enseigne. Ok, super beau. Mais si tu sais pas te relâcher vraiment, ce que la plupart des gens sont incapables de faire, tu vas faire une illusion de relâche parce que tu as arrêté tes pieds et parfois tu vas te mettre dans la bonne position. Là, tu sais, comme on te dit, à mettre ton poids sur une jambe tu vois, et les gens, ils exagèrent un peu de mettre la tête en bas et tout ça. Mais au final, ils sont dans leur tête, ça court à 50 000. Ah, mais j'ai pas bien fait. Mais il faudra quand même. Et pourquoi ça marche jamais quand je le fais? Et en fait, ils ont rien relâché du tout. Donc, c'est vraiment cette idée aussi de revenir à cette vérité de est-ce que je suis capable de lui dire juste vraiment merci profondément du fond du cœur, merci d'avoir arrêté de gigoter la tête. Ouais. Et pas, il ne devrait pas faire ça. Mais en fait, il a tous les droits de le faire. Ouais. Tu comprends? Et puis de se dire, OK, et c'est pour ça que je disais, ça demande un peu de nuance. Je prends mes rênes, mon cheval, il arrache complètement les rênes. Est-ce que je lui ai montré l'idée de ce qu'on faisait avec le mort dans la bouche? Ouais. Parce que oh, le mort, ça fait du mal au cheval. Bah oui, si tu lui as pas montré comment faire et quoi faire avec ce truc, évidemment, ça va lui faire du mal. Mm. Mais si tu penses que mettre un mort dans la bouche du cheval, ça lui fait du mal, ne le mets surtout pas, hein. Je suis tout à fait d'accord. Alors, mets surtout pas de mort dans la bouche du cheval parce que tu n'as pas compris à quoi il sert, donc ne le fais pas. Mais va peut-être te poser la question de à quoi ça sert avant de dire que c'est forcément mal de le mettre. Parce que c'est souvent beaucoup d'ignorance en fait qui est cachée derrière ça. Et c'est pas parce qu'il y a 50 mecs qui l'utilisent mal que le problème c'est l'outil. Ouais. Le problème c'est les qui utilisent très mal l'outil, pas l'outil en lui-même. Donc voilà,
Mais de nouveau, je blâme personne parce que je sais que le milieu équestre aujourd'hui, c'est comme ça. On dit ça aux cavaliers, on leur dit, bah, s'ils tirent, mets une bride, s'ils tirent encore plus fort, mets un mètre. Je suis bien conscient que c'est ça, mais juste, je pense qu'une partie de mon rôle, c'est de rappeler qu'en fait, à la base, tout ça, c'est pas du tout le but. Tu vois, un Ouais, mort, ça sert à la bouche de ton cheval pour avoir plus de relâchement, plus avoir des meilleurs appuis, pour avoir des choses comme ça. Et la bride, c'est pour avoir encore tout ça, encore mieux. ouais. Pour un autre sujet, quoi. Ouais, je fais souvent le parallèle, moi, avec le couteau. J'adore pour l'outil, tu sais. Oui. Tu vois, le couteau, ça peut être un truc génial qui t'aide à manger, comme un outil hyper meurtrier, quoi. Le problème, c'est pas le couteau, c'est la personne qui le tient et l'intention qu'elle a avec ça, quoi. Et effectivement, les outils qu'on utilise avec nos chevaux, le sujet est le même, ouais. Mais tu peux aller encore un cran plus loin avec le couteau et avec le bistouri, hein. C'est Ouais, que, oui, il te sert à manger du pain, mais demande à un chirurgien d'opérer avec un couteau de cuisine, ça va pas être joli. Il va y arriver, mais ça va pas être la précision et la finesse qu'il peut avoir avec un bistouri. Et pour moi, c'est un peu la même chose quand on va vers les outils de plus en plus fins jusqu'à la bride. La bride est censée être quelque chose qui est parce que tout est parfait en cordelette, tu vois, que tu as pu mettre le filet, du coup, et quand tu as pu mettre le filet et que tout est parfait en filet, à ce moment-là, tu mets la bride pour avoir encore plus de précision, de finesse dans les appuis du cheval, quoi. ouais. Ah, super intéressant. Merci Pierre pour ça. On va s'approcher de la fin de l'épisode de podcast et du coup, j'ai deux questions rituelles à te poser. Je vais commencer par la première. Si tu avais envie d'entendre quelqu'un sur ce podcast, qui ce serait? Waouh, c'est une chouette question, ça. Je vais peut-être te l'appliquer, ça, Ouais, bah, avec grand plaisir. Bon, Waouh, je vais préciser parce qu'avec toi, du coup, j'ai un peu peur de la réponse. Quelqu'un qui parle français, s'il te plaît. ah oui, d'accord. Quelqu'un qui parle français. Oh oui, bah oui, alors ça va être assez simple. Walter Badet, Ouais, qui est un de mes très bons amis et qui a vraiment des très belles choses à dire là-dessus. Ouais, ce serait typiquement la personne qui viendrait apporter quelque chose et qui, lui, est spécialisé justement dans la liberté, dans le lien, dans la médiation équine et surtout dans cette notion de lien. Et c'est vraiment quelqu'un qui m'a apporté énormément de choses en termes de relation avec le cheval, de vérité avec le cheval. Ouais, ce serait lui que j'aurais tendance à te dire, vas-y, et ça m'intéresserait de le voir répondre à tes questions. ok, cool. Merci parce que ouais, ça m'intéresserait vraiment de discuter avec lui aussi. Donc, je pense que ça peut être chouette. Et donc, dernière question, question rituelle. Si tu devais donner un mot synonyme à équitation, qu'est-ce qu'il serait pour toi? Ou un mot qui définit l'équitation, tu vois, pour toi. Je peux en avoir deux ou pas? Ah, vas-y, deux, j'accepte. Le sens et le lien. Ah ouais, ok. Trop cool. Eh ben, écoute, Si je peux en prendre qu'un seul, je dirais l'intention. Parce que pour moi, il y a les deux là-dedans. Quelle est l'intention avec laquelle tu fais de l'équitation? ok, trop chouette. Eh ben, écoute, on va clôturer là-dessus. Merci beaucoup, Pierre, pour cette conversation. C'était vraiment un plaisir pour moi de discuter avec toi. Merci à toi. Avec grand plaisir. Et puis, bah, on va dire à plus tard aux auditeurs qui nous écouteront plus tard, du coup. Allez, bonne journée! Au revoir. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Ce que j'ai aimé dans cet épisode, c'est que Pierre nous amène à reconsidérer finalement notre façon de voir le lien à notre cheval et notre relation à notre cheval. Et il nous permet de nous poser des questions sur nous, notre façon, notre vision, notre paire de lunettes finalement. Et il nous amène par ses questionnements, par ses réflexions dans cette conversation, à essayer de chausser des lunettes différentes et regarder la relation qu'on a avec notre cheval ou la relation qu'on veut créer avec notre cheval un peu différemment. Ça fait toujours du bien de se reposer les questions sur est-ce que la relation que j'ai aujourd'hui me convient et est-ce que mon cheval semble s'épanouir là-dedans. Et si ce n'est pas le cas, on peut du coup mettre des choses en place pour changer la donne.
Je voulais remercier Pierre pour cette conversation. C'était vraiment un plaisir d'enregistrer avec lui. Et évidemment, si vous voulez retrouver Pierre, je vous mets dans les notes du podcast le lien vers ses réseaux sociaux et son site internet où vous pourrez retrouver le projet Évolution. Pour ma part, je vous laisse ici et je vous souhaite une très bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. À plus!